Il est 22 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, a présidé un atelier de formation sur la surveillance épidémiologique. Et dans l'actualité internationale, Washington annonce une nouvelle aide militaire d'1 milliard de dollars en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec cet atelier présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Salah Banoïta. Un atelier portant sur la surveillance épidémiologique, en particulier pour les maladies évitables par la vaccination pour les enfants de moins de 5 ans. Un atelier qui a vu la participation du coordinateur du programme élargi de vaccination, M. Daoud Ahmed Ali, Dr Ibrahim Kouné de CDC Atlanta, Dr Josette Djedo de l'Organisation mondiale de la santé et Dr Sego de l'agence DAFNet. Les personnels du ministère de la Santé ciblés par cette formation sont les points focaux de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur, les agents de programme de vaccination ainsi que les agents de l'INSPD. Pour rappel, notre pays a entrepris à mettre en œuvre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant la surveillance du poliovirus et la surveillance des fièvres éruptives. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur du programme élargi de vaccination que je propose de le suivre. Focaux surveillance qui vont aller sur le terrain pour collecter les données et faire la surveillance active. Et cette équipe, ces équipes seront accompagnées par leurs mentors qui vont le superviser pour les appuyer dans la mise en œuvre de cette surveillance. Le deuxième et troisième jour, nous allons coupler avec la matinée les activités des terrains pour pouvoir leur montrer comment ils vont procéder lorsqu'ils vont aller sur le terrain. Les après-midi, nous allons faire la restitution. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, s'est exprimé en ces termes. Notre formation aujourd'hui, c'est le renforcement surtout de surveillance au niveau des structures sanitaires et dans les régions sanitaires périphériques. C'est un travail que vous allez faire au cours de ces 3 jours en suivant cet atelier. Je pense que vous avez tous des notions de surveillance, mais c'est une façon aussi de discuter comment améliorer ce qui existe actuellement au niveau des terrains. Au niveau du programme élargi de vaccination, qui est responsable de cette formation avec le partenaire, il s'agit d'accélérer le travail que vous faites toujours sur le terrain pour qu'on puisse réduire vraiment les maladies évitables par la vaccination et détecter le plus tôt possible s'il y a des cas d'apparition. Nous avons donc le programme de vaccination dans notre pays qui travaille sur un certain nombre d'antigènes et pour éviter les maladies chez les enfants, mais également chez les mères. Je voudrais donc vous encourager à participer activement aux activités de cet atelier et j'encourage tous les participants. La santé est unique et nous comptons beaucoup sur l'unicité de système de santé pour qu'on ait les mêmes repères, les mêmes types de surveillance, les mêmes indicateurs et également pour vous associer tous à réagir en cas d'apparition des cas de maladies évitables par la vaccination. Au chapitre de nos grands formats de ce soir, Djibouti, terre promise du monde de la finance, Asie, Amérique du Nord, Europe, les établissements financiers viennent des 4 coins de la planète pour s'implanter dans le futur Singapour africain, plus précisément la République du Djibouti. C'est un document de la rédaction, regardez.
20 mars 1949. Le gouvernement français crée une monnaie locale pour favoriser le développement économique du territoire de la côte française de Somalie. Le franc Djibouti est né. Sa valeur pour $1 est alors fixée à 214,392 francs Djibouti. En 1971 et 1973, le franc a été réévalué par rapport au dollar américain. D'abord, à un taux de 197,466 au dollar, alors 177,721, un taux qui a été maintenu depuis. C'est sur cette base que les banques de la place vont travailler. Des banques, Djibouti n'en comptait que 2 en 2006. Basée à plus de 70% sur une économie de services, la République de Djibouti va lancer un vaste programme de réformes. Objectif, attirer les plus grands investissements directs étrangers. Cela va se traduire par l'attraction des capitaux, notamment avec l'installation des nouvelles banques à Djibouti. Conséquence, les taux de bancarisation vont passer de 7% en 2007 à près de 30% aujourd'hui. Rien qu'entre 2006 et 2014, le montant total des prêts bancaires va tripler pour atteindre 116 milliards de nos francs. Aujourd'hui, ces chiffres est en nette augmentation. Pour Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, ces 15 dernières années, la transformation du paysage financier djiboutien est telle qu'elle a tiré de l'avant l'économie nationale. Si le nombre de banques augmente, tous les agrégats augmentent en conséquence. Et ça en rapport avec l'évolution de notre économie aussi, qui a, sur la même période, a augmenté de façon significative. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons des chiffres qui reflètent cette croissance. La masse monétaire, le crédit à l'économie. On est passé de 40 milliards à 150 milliards de crédits à l'économie. Et tout ça, ça se voit de visu sur la place, mais à travers les chiffres aussi, on peut refléter cette évolution de l'économie djiboutienne et du secteur bancaire en particulier. Alors, l'évolution qui s'est accélérée à partir de 2006 est véritablement le fruit d'un travail approfondi qui s'est passé dans les années avant. Vous savez que Djibouti est une nation très, très jeune. Nous avons à l'indépendance hérité d'un système financier qui était vraiment très réduit, où la Banque centrale était naissante. Elle ne s'occupait que de l'émission, de la base monétaire. Il a fallu consolider cette base, établir des bases statistiques, établir la balance des paiements, etc. Et puis donner à la Banque centrale tous les moyens pour pouvoir suivre l'évolution, réfléchir sur le fonctionnement de la Banque centrale, les perspectives économiques pour asseoir véritablement le développement d'une place financière à Djibouti. Longtemps monopolisé par les banques conventionnelles, et ce bien avant l'indépendance, le secteur bancaire va rompre à partir de 2006 avec cette pratique, avec l'intégration de la finance islamique et la création d'un comité national de la charia pour promouvoir ces systèmes bancaires. Il s'agit alors de satisfaire une clientèle soucieuse d'avoir des services conformes à l'islam, mais aussi de se diversifier et contribuer aux ambitions de Djibouti de devenir un hub régional en matière commerciale et financière. Pour la promotion et le développement de la finance islamique sur les continents africains, sur le plan national, les banques islamiques détiennent déjà plus de 20% du marché et leur progression reste très importante. Elles ont fait une percée significative depuis leur arrivée. Nous les avons accompagnées avec une promotion de la place financière et notamment des produits financiers depuis leur création, 2006, 2007, 2008. Le taux de pénétration sur le marché a été très, très significatif les premières années, un taux de croissance très important. La part des marchés se situe aux environs de 20%. La finance islamique a connu une accélération, un développement assez significatif et fulgurant. Djibouti est pionnière pratiquement dans la région, même si dans des pays comme le Soudan, ne connaissent que la finance islamique, mais l'arrivée de la finance islamique, l'influence et l'attractivité, la publicité, la promotion, les conférences, tout ça ont fait que Djibouti s'est véritablement distingué ces dernières années pour la promotion de la finance islamique et constitue en cela un exemple de promotion de la finance islamique pour la région. L'engagement de la République de Djibouti pour développer la finance islamique au niveau national et à l'échelle du continent sera ainsi reconnu et récompensé. C'est dans ce sens que le président de la République sera distingué à Astana, au Kazakhstan, par le Global Islamic Finance Award 2017. Un autre volet de notre développement qui ne passe pas inaperçu, c'est l'urbanisation rapide, notamment des cités qui poussent comme des champignons à Djibouti-Ville. Explication. La République de Djibouti change de visage et prendre les allures d'une grande métropole en devenir. Cela se caractérise par une urbanisation rapide, notamment des cités qui poussent comme des champignons. L'apparition des grands bâtiments propice au développement des affaires, de grands centres commerciaux, mais aussi une multiplication effrénée d'hôtels pour accueillir une clientèle de plus en plus intéressée par Djibouti.
Parallèlement à ce développement, s'accompagne une politique urbaine qui inclut le bien-être de ses habitants. En effet, on voit que Djibouti se dote d'infrastructures et d'espaces conçus pour la détente et le temps libre. Parmi ces espaces, on peut citer la rénovation et l'aménagement du jardin public, connu de tous, qui se trouve au cœur de l'ancien quartier commercial. Il est à l'intersection du pôle commercial et du pôle de l'administration de la ville de Djibouti. Depuis sa rénovation, il est un véritable lieu de détente. Et le soir venu, les Djiboutiens profitent des bancs publics. À cela s'ajoute le parc Roma, véritable jardin d'enfants à proximité des quartiers populaires. Et non des moindres, le grand parc de Djibouti situé à l'entrée du pont d'Ambouli, un grand espace aménagé pour la détente, le sport, avec des aires de jeu d'enfants. Mais une question se pose. Ces infrastructures, une fois réalisées, nécessitent un entretien, mais aussi un soin de la part des usagers qui ne sont autres que les habitants de la ville de Djibouti. Reste à savoir si les Djiboutiens se montreront dignes de ces équipements destinés aux loisirs, vu la destruction et la détérioration des points de poubelle un peu partout à travers la ville de Djibouti. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À ce chapitre, on peut citer l'espace aménagé destiné aux enfants devant l'école de la ZPS qui a été littéralement désossée. La route Burhanbe, dotée également d'espaces de détente, ont été démontés. La mairie de Djibouti lance un appel au civisme de la population pour la préservation de ses biens publics au bien-être des Djiboutiens. Doucement mais sûrement, Salam Africa Bank continue sa politique d'expansion après plusieurs implantations, en l'occurrence au Kenya et en Éthiopie. Cette fois-ci, c'est en Ouganda que la banque a obtenu une licence et va ouvrir une succursale. Cette succursale va avoir pour mission de présenter des produits financiers 100% islamiques pour le marché ougandais. En effet, Salam African Bank a réussi donc à s'exporter et de consolider le savoir-faire national. La banque va innover en introduisant la commercialisation des produits et services de qualité sur les marchés bancaires ougandais. Depuis hier soir et ce matin, les régions du sud du pays, en l'occurrence Dikil et Ali Sabié, ont connu des fortes précipitations, des précipitations qui ont touché ces régions. Celle de l'Unité et Aska, les crues de l'Oued traversant la ville a emporté 2 enfants. Le corps d'une fille de 16 ans a été retrouvé et un autre enfant a été sauvé. Les précipitations ont touché l'ensemble de ces localités de la ville de l'Unité. Malgré la victime et les dégâts matériels, le préfet de la région, Adan Darar Moussa, a présenté ses condoléances aux familles de la victime, informant également que la circulation est perturbée à cause des crues de l'Oued sur différents du corridor et appelle à cet effet les conducteurs des camions et autres usagers de la RN1 à ne pas s'aventurer dans les Oued en crue. Aussi, il est également demandé aux parents des tuteurs légaux de rester vigilants et veiller à ce que les enfants ne puissent se rendre dans les lits d'Oued pour des quelconques raisons. À Ali Sabié, cette fois, c'est depuis ce matin que les chutes d'eau intermittentes persistent. Des précipitations non ventées, mais qui ont provoqué la crue de tous les Oued et l'écoulement des passages d'eau naturelle émanant des flancs des montagnes et des collines. Des cours d'eau qui se jettent et qui renforcent les crues sur les lits des Oued. En effet, une voiture de marque Toyota Hardtop appartenant aux importateurs de Cat de la société Sogic fut emportée par la crue de l'Oued entre la localité rurale frontalière du Galilée et le chef-lieu d'Ali Sabié. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet incendie. Ce mardi, aux alentours de 7 h du matin, un virulent incendie s'est déclaré au quartier 4. Plus précisément, il s'agit du secteur entre les avenues 10 et 11. Pourtant, non loin du QG de la protection civile, aucune des 16 maisons que compose ce secteur n'a pu être épargnée à cause des vents violents. En effet, le feu a attisé les vents de Ramsin et a tout détruit sur son passage, aussitôt alerté à travers les 18 casernes de Farhad et casernes centrales de la protection civile. Après avoir donc lutté pendant presque 2 heures contre ce feu, les sapeurs-pompiers arrivent tant bien que mal à fixer et maîtriser le sinistre vers 9 heures. Les habitants de ce vieux quartier, eux, restent sous le choc. C'est le cas de M.
Mahmoud Hussein Absiye, dit Koulsiyo, issu d'une des familles indigènes ou souches de ce vétuste quartier. Mahmoud a presque tout perdu, meubles, maisons et mobilier. Tout est parti en fumée, réveillé par les cris des voisins. Tout ce que j'ai pu faire, a-t-il dit, est de sauver ma mère, malade et alitée depuis des années. Et alhamdoulilah, je suis arrivé maintenant. Je suis là pour sauver ce qui peut être. Ce qui peut encore l'être, pardon. Je parle des papiers d'identité et autres biens, a-t-il souligné. De son côté, le préfet du premier arrondissement de la capitale est venu soutenir ses compatriotes en ces moments difficiles. Il a appelé donc la population de rester vigilant contre ce feu. Et voilà également qu'il me ramène de parler de cette institution de Kigali, où donc les autorités des ports et des zones franches se sont implantés donc sur la ville de Rwanda, plus précisément la capitale Kigali. Les responsables de l'autorité des ports et des zones franches se sont dit donc fiers de s'implanter et implanter donc leurs activités au Rwanda. C'est ce qu'a précisé donc un responsable de l'autorité des ports et des zones franches qui participe à la 25e foire internationale 2022 qui a débuté à Kigali du 26 juillet. L'APMSD était représentée par Hassan Roblé, chargé d'affaires de Djibouti au Soudan du Sud, et Mahmoud Hussein Dirié, directeur général adjoint de l'autorité internationale de Fletetzan. En marge de leur participation à cette foire internationale, les représentants de l'autorité des ports ont eu des réunions avec le ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, l'honorable Dr Jean Chrysostome, et du président de la Fédération du secteur privé, Robert Bafakulera, ainsi que le PDG de Rwanda Air, le directeur général de l'aéroport de Rwanda et la communauté des affaires rwandaises. Les discussions donc ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération existante entre Djibouti et le Rwanda. Retour à Djibouti, où le salle du conseil régional d'Ali Sabia a abrité un atelier sur la présentation des résultats de concrétion. Ce projet financé par l'USAID est mis en œuvre par l'agence de Kaizen Company. On prit part à l'atelier le préfet adjoint de la région d'Ali Sabié, Mohamed Hamad Abbas, le président du conseil régional, Jean-Marc Hassan Al-Alé. Elle s'inscrit dans la vision 2035. L'USAID est le partenaire financier de plusieurs projets à Djibouti, un projet financé par le peuple américain à travers son agence de développement international, l'USAID, un projet qui contribuera sans nul doute le renforcement des partenariats entre les deux pays. Le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans les processus de développement local est exécuté par Kaizen Company Agence et mis en œuvre sous l'ancrage institutionnel du ministère de l'Intérieur ainsi que celui du ministère de la Femme et de la Famille et le ministère chargé de la décentralisation. C'est hier à Dikil, aujourd'hui on est à Ali Sabié. Donc cet atelier nous a permis de comprendre les priorités de la région d'Ali Sabié et nous permettra de bien travailler et bien collaborer avec la société civile d'Ali Sabié et les autorités régionales de la région d'Ali Sabié. Je tiens à remercier les autorités et je tiens à remercier aussi le ministère de l'Intérieur qui est notre ministère d'ancrage de ces projets. Donc, ces projets, il y a aussi le ministère de la Femme et Famille qui est partenaire sectoriel et le ministère de la décentralisation. Écoutons à présent le préfet adjoint de la ville de Aska. Nous assistons aujourd'hui à la formation des associations portant sur l'organisation de la société civile dans la région d'Ali Sabié. Ce projet, financé par l'USAID, exécuté par Kaizen Company, a fait un exposé relatif au renforcement des capacités des associations internes et à l'organisation en termes de collaboration et de coordination. D'où, aujourd'hui, les associations ont pu en profiter de cette information pour que, par la suite, ils prennent acte pour pouvoir postuler, pour pouvoir participer aux manifestations d'intérêt. Et nous en remercions Kaizen Company qui ont su mener à bien leur activité. Et je vous en remercie.
Et la guerre en Ukraine qui fait rage, Washington annonce une nouvelle aide militaire d'1 milliard de dollars. Le Pentagone a annoncé une nouvelle aide militaire de l'Ukraine d'un montant d'1 milliard de dollars qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie et de précision. Cette nouvelle aide prévoit également l'envoi de missiles supplémentaires de courte et moyenne portée pour les systèmes de défense antiaérienne NASAMS ainsi que des missiles anti-chars. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.